Connaissance, recherche, sciences, et mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance de notre cours sur la chaire internationale Savoir contre pauvreté. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la santé. Alors évidemment, nous n'allons pas parler de la santé du même point de vue qu'un médecin le ferait, bien que nous partageons avec les médecins le protocole expérimental. Mais en tant que sciences sociales, nous ne sommes pas en mesure évidemment de débattre de l'efficacité de tel ou tel traitement ou de telle ou telle procédure. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est examiner ensemble les services de santé et les comportements de santé. Une petite remarque, une autre chose que nous n'allons pas faire aujourd'hui, par faute de temps et non par faute d'intérêt, c'est de nous attacher aux conséquences de l'environnement pris au sens large sur la santé. Donc, par exemple, les problèmes d'eau, les problèmes alimentaires, nous allons tout juste y toucher, les problèmes de pollution, etc. Ce sont des problèmes qui sont extrêmement intéressants, qui touchent, disons, à la santé publique définie de manière assez large, mais malheureusement, en l'espace de 2 heures, nous n'aurions pas le temps de leur faire justice. Nous allons donc nous intéresser spécifiquement au système de santé et au comportement de santé. Nous commencerons, si vous le voulez bien, en évoquant en détail un cas, un tout petit cas, un tout petit endroit, le district de Udaipur au Rajasthan. Non pas parce qu'elle renferme tous les problèmes du monde, enfin nous verrons que certains problèmes y sont absents et nous y reviendrons dans le reste de la leçon, par exemple les problèmes de sida y sont absents, mais parce que cette étude en détail d'un cas nous permettra de reproduire le processus par lequel nous essayons d'identifier les questions les plus importantes et d'élaborer des solutions et de les évaluer. Et donc à partir de ces éléments, nous analyserons des recherches et des projets concrets qui ont tenté d'apporter des solutions aux questions clés des problèmes de santé. Donc, une grande question est l'organisation de l'offre de santé. Une autre question qui revient en permanence et qui est d'un intérêt tout particulier d'un point de vue des sciences sociales, puisque à nouveau nous ne sommes pas en mesure de dire quelque chose d'utile sur les traitements, c'est la question de la médecine préventive. Nous verrons qu'il y a une demande forte pour la médecine préventive et une forte sensibilité au prix de ces services. Et donc nous essaierons de comprendre pourquoi c'est le cas. Pourquoi la demande pour les services préventifs sont faibles et comment peut-on l'améliorer. Alors commençons donc par ce cas tout à fait particulier, le Udaipur. Udaipur est un district de l'État du Rajasthan en Inde. L'État du Rajasthan est un des États les plus peuplés de l'Inde et aussi un des plus pauvres. Et nous étions en contact avec une ONG locale qui ne travaille que dans le district d'Udaipur, qui est d'inspiration gandhienne et qui donc s'occupe d'un certain nombre de domaines à Udaipur, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, etc. Et il y a de cela maintenant 7 ans, ils nous ont contactés parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur action dans le domaine de la santé. Ils pensaient qu'ils avaient envie de restructurer leur offre en termes de santé. Et donc, ils ont contacté Abhijit Banerjee et moi-même et demandant si nous pouvions collaborer avec eux pour proposer des manières de travailler différemment dans le domaine de la santé. Mais il se trouvait que ni mon collègue ni moi ne connaissions grand-chose à la santé. Et donc, nous ne nous sentions pas capables de faire quelque proposition que ce soit.
Et donc nous avons proposé de commencer par une enquête d'1 an sur l'état de la santé, de l'offre de santé et de la demande de santé à Udaipur, et aussi de l'état de santé des gens, et de partir de là. Donc l'idée, c'était de prendre 1 an pour collecter des données, sans se presser, tranquillement, pour faire une analyse de la situation, d'analyser ces données et d'organiser une consultation avec tous les gens qui travaillent dans le secteur de la santé dans le district d'Udaipur, donc les médecins, le gouvernement, les membres des ONG, etc. Et ayant fait cela, de déterminer avec ce groupe et sur la base des données quelques pistes, d'explorer ces pistes sous la forme de projets concrets que nous évaluerions et d'en tirer finalement les conclusions. Donc c'est tout ce processus qui a démarré en 2002 et qui est encore en cours, puisque nous sommes encore en train d'analyser les dernières données nous donnant l'impact de ces résultats. Et je voudrais profiter de ce cours sur la santé pour suivre un petit peu, entre autres, l'ensemble de ce processus, qui donne une idée aussi de la manière dont on peut travailler avec cette méthode expérimentale. Alors commençons donc par l'enquête. Donc, c'est une enquête qui a commencé en 2002, qui a duré 1 an entre 2002 et 2003, qui est portée sur 100 villages. Et dans chaque village, nous avons choisi au hasard 10 foyers, donc ça fait 1000 foyers, pour faire une interview longue et une évaluation de l'état de santé. Nous avons aussi voulu faire une enquête sur les services de santé qui servaient cette population, à la fois l'offre privée, qui vous voyez est immense, puisque pour servir ces 1000 ménages, nous avons 451 docteurs, avec beaucoup de guillemets, je vais décrire qui sont ces docteurs, qui sont tous des docteurs qui se reconnaissent de la médecine moderne, un grand nombre de médecins traditionnels, nous en avons interviewé une centaine, et 123 établissements publics, donc les centres de santé primaires, que nous avons aussi visités, non seulement une fois pour faire un état des lieux, mais une fois par semaine pour vérifier la présence de leurs employés. Alors voilà un entretien et la partie de la mesure de santé, la mesure de la taille. Alors, quels sont les éléments marquants qui ressortent de cette enquête ? Évidemment, dans l'intérêt du temps, je ne vais tirer que les conclusions majeures. Donc, on va parler d'abord de l'état de santé de la population, de la demande de soins médicaux et de la configuration de l'offre de soins médicaux, à la fois privés et publics. Alors, l'état de santé global est faible. On l'a décrit par l'expression, d'autres l'ont décrit par l'expression un océan de maladies. Vous voyez ici sur ce dessin la fraction d'adultes qui reportent avoir exprimé le symptôme suivant, donc dans le mois précédent, soit sérieux, soit avoir eu le symptôme. Donc vous voyez que 30% des gens se plaignent de symptômes de rhume. Plus de 30% de gens se plaignent d'avoir eu de la fièvre, plus de 40% de gens se plaignent d'avoir eu mal à la tête, etc., etc. Et dans un certain nombre de ces cas, ces symptômes sont sérieux. Par exemple, 27% des gens se plaignent de mal à la tête sérieux dans le mois dernier. Les gens se plaignent aussi de ce qu'ils appellent body ache, ça veut dire mal au corps, mal partout. 30% des gens disent avoir du mal à marcher 5 km à cause de leur douleur. Donc on parle d'une population qui n'est pas en bonne santé, qui ne se décrit pas comme en bonne santé non plus d'ailleurs, avec de nombreux symptômes. Ce n'est pas tellement étonnant quand on s'attache aux indicateurs objectifs de santé. Alors d'abord la taille et le poids. On calcule l'indice de masse corporelle comme le poids divisé par la taille au carré. Un indice de 21 est considéré comme déjà plutôt mince. 88% des femmes et 93% des hommes sont sous 21. Et la moyenne est 18, ce qui considérait que la personne moyenne de cette région serait considérée comme sévèrement mal nourrie
ici. Alors, on voit aussi des problèmes respiratoires. Il y a un débit respiratoire maximal moyen mesuré avec le peak flow meter, donc on souffle dedans. Si vous avez de l'asthme, vous avez sans doute essayé cet instrument, de 376 millilitres, c'est la moyenne, alors qu'un débit inférieur à 350 millilitres en général indique une présence de difficultés respiratoires. 56% des femmes et 51% des hommes sont anémiés. Si on utilise un ratio de 11 pour les femmes et 13 pour les hommes. Et ce phénomène d'anémie, donc, qui est aussi grand pour les femmes que pour les hommes, ce qui est rare dans les populations, est manifestement dû à un défaut de nutrition qui se reflète aussi dans la taille et dans le poids. Et ce problème de nutrition n'est pas spécifique à Udaipur. Si on regarde un phénomène très étonnant de l'Inde contemporaine, et dans le tableau suivant, nous avons ici la fraction de ménages qui consomment moins que les apports recommandés en calories, qui sont 2400 calories par jour et par personne pour une personne dans une région rurale et 2100 pour une personne dans une région urbaine. C'est les apports recommandés, c'est ce que dit le gouvernement indien. En 83, 66% des gens des régions rurales étaient en dessous de ce seuil en termes de leur catégorie, de leur consommation alimentaire. Et en 2004-2005, on est passé à 80%. C'est-à-dire, alors que l'Inde s'enrichit, et cette population s'enrichit aussi, il y a moins de pauvres en Inde, l'état nutritionnel en termes de calories consommées empire, ce qui est un phénomène extrêmement surprenant et tout à fait inquiétant. D'autres indicateurs confirment ces phénomènes, en particulier si on regarde la taille et le poids des enfants entre à peu près les mêmes années, 93 et 2002, il y a peu de progrès nutritionnels. Dans certaines enquêtes, on montre même une régression en termes du poids pour l'âge, etc. Donc on a une population qui n'est pas en bonne santé. Une population qui n'est pas en bonne santé, qui le dit, puisqu'elle parle, nos intervieweurs nous parlent de toutes ces maladies, et qui agit en conséquence, puisqu'on a une dépense très importante en termes de santé. À Udaipur, où les ménages les plus pauvres consomment moins de 75 centimes par jour et par personne, donc on parle des plus pauvres des pauvres, la fraction du budget consacrée à la santé est de 7% pour les plus pauvres, le tiers le plus pauvre de notre échantillon, 8% pour le tiers du plus riche, qui n'est pas bien riche non plus, ils sont entre 1 et 2 $, disons, et 9% pour les moyens, 7% donc sur la moyenne générale. Donc, c'est une part consacrée au budget qui est importante, bien plus importante que ce que nous, dans nos pays, consommons en termes de santé, en termes de ce qui vient comme frais directs, puisque beaucoup est pris en charge par la sécurité sociale. Et aux États-Unis, par exemple, la consommation de santé correspond à peu près à 7% du PIB globalement, y compris l'offre publique. La majorité de ces visites, donc les gens dépensent beaucoup en santé, 7% de leur budget. La majorité de ces visites, donc ils vont beaucoup chez le médecin. En moyenne, dans notre échantillon, les gens vont chez le médecin à peu près une demi-fois par mois, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois, quelqu'un de la famille va chez le médecin. Et chez le médecin, c'est qui ? C'est pas forcément chez le médecin. Va rendre visite à quelqu'un qui leur donne des soins médicaux. Alors, qui vont-ils voir ? Eh bien, à peu près à 20%, en ce qui concerne les pauvres et les plus pauvres. 21%, ils vont dans le centre de santé primaire qui est près de chez eux, ou dans un centre de santé un peu plus grand, un peu plus loin, ou dans un hôpital, un endroit public. Dans 51%, ils vont voir un docteur privé, et dans 28%, ils vont voir ce qu'on appelle des BOPA, qui sont l'offre traditionnelle, les soigneurs traditionnels. Donc le secteur est complètement dominé par le secteur privé, qui est évidemment non remboursé, complètement dérégulé, on va en parler un petit peu plus. Donc l'offre privée domine. Et contrairement aux soins curatifs, qui sont donc très fréquents, puisque les gens vont chez le médecin tout le temps, là, les soins préventifs sont très peu développés. Un exemple dont on va reparler,
le taux de vaccination complète, c'est-à-dire d'avoir reçu toutes les vaccinations pour mettre un enfant à jour pour les enfants de moins de 2 ans, entre 1 et 2 ans, était, pendant cette enquête, de 2% seulement. Les taux de femmes qui reçoivent quelques soins anténatals que ce soit est aussi extrêmement faible, y compris du fer pendant la grossesse ou une vaccination contre le tétanos. Donc, et les exemples abondent. Donc les soins préventifs, autant les soins curatifs sont extrêmement répandus et ont lieu essentiellement chez un médecin privé complètement pas remboursé, autant les soins préventifs sont à peu près absents. Donc ça, c'est la demande, donc avec cette caractéristique-là. Alors, qu'en est-il de l'offre? Alors d'abord, il y a le secteur privé, qui en Inde, donc on a vu, a une offre extrêmement riche en termes de quantité, complètement dérégulée, absolument aucune supervision de la part du gouvernement, et d'une qualité épouvantable, en tout cas en ce qui concerne les qualifications actuelles. Voilà les qualifications de ceux qui s'appellent médecins, de ceux qui se déclarent comme médecins, qui sont en général le chef de leur petit centre de santé. Le chef est le médecin, le docteur. Alors dans ces médecins, 27% d'entre eux sont de fait médecins et ont reçu une spécialité. 28% sont aussi médecins. Donc un petit peu plus de la moitié sont médecins. L'autre moitié ne sont absolument pas médecins. Ils n'ont aucune qualification. 14% des gens, quand je dis aucune qualification formelle, c'est pas de diplôme universitaire. Nous avons rencontré un qui nous expliquait très, très sérieusement qu'ayant fini l'école secondaire et ne trouvant pas d'autre emploi, il a déménagé, parce qu'il venait du Bengale, il a déménagé à Udaipur et s'est installé comme médecin. 15% ont un diplôme, mais pas un diplôme de médecine. Et 21% n'ont en général pas de diplôme secondaire, étaient par exemple assistants dans une pharmacie et ont obtenu ce qu'on appelle un RMP, c'est-à-dire un certificat d'être quelqu'un qui donne des soins de santé. Et donc ensuite, ils s'appellent docteurs et sont appelés docteurs et se présentent comme docteurs. Il s'agit ici des gens qui sont responsables des centres de santé. Les gens qui travaillent pour eux et qui travaillent aussi dans ces centres sont encore moins qualifiés. Alors, cette offre, elle pourrait finalement avoir une utilité si, par exemple, elle servait de triage. Si les gens allaient voir leur pharmacien, qui ensuite les envoyait à l'hôpital ou voir un vrai médecin. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Mais comme ils s'appellent docteurs, ils se comportent comme des docteurs. Et donc, ils soignent et ils se comportent de manière assez créative sur la manière dont on traite les maladies. En particulier, un traitement qui est très populaire aujourd'hui à Udaipur, c'est ce qu'on appelle la dose courte d'antibiotiques. C'est donc quand quelqu'un arrive avec quelle que soit la maladie, on lui donne une pilule d'antibiotiques pour un jour. Ce qui évidemment n'a pas d'effet et a pour seul effet la progression très nette des résistances aux antibiotiques, ce qui fait que les antibiotiques populaires aujourd'hui à Udaipur sont des antibiotiques qu'on appelle de 3e génération, qui sont pour l'instant les seuls qui ne sont pas encore résistants. Alors si vous allez dans un petit centre de santé privé, vous recevrez une intraveineuse, en général avec juste du sucre et de l'eau, dans 63% des cas, une piqûre dans 12% des cas, et un test quelconque seulement dans 2% des cas. Un test quelconque pour savoir ce que vous avez. Quand vous allez dans une facilité publique, dans un centre public, vous avez un petit peu moins de chances d'avoir une perfusion, encore que c'est quand même assez populaire, 30%. Un petit peu moins de chances d'avoir une piqûre d'antibiotiques, mais tout aussi peu de chances d'avoir un test. Donc voilà le secteur privé. Le secteur privé donc, se concentre sur les antibiotiques et les perfusions. Le secteur public, en théorie, sur le papier, correspond au système idéal, le système pour un pays en développement, avec un premier niveau qui est un centre de secteur, petit centre de santé primaire pour 3000 personnes. Et donc ça, sur le papier, c'est un centre de santé primaire pour 3000 personnes, un centre de santé principal pour 50 000 personnes,
et ensuite des centres de santé plus gros, des petits hôpitaux de province ou des gros hôpitaux de ville pour les cas les plus graves. Et l'idée, c'est que c'est un système qui fonctionne par triage. Et donc, quand une personne arrive dans le centre de santé primaire, l'infirmière, il y a une infirmière qui fait ce qu'elle peut, et sinon envoie au centre de santé un petit peu plus grand, qui à nouveau font ce qu'ils peuvent, et si nécessaire, envoie au centre de santé un petit peu plus grand. Donc ça, c'est le système, de la manière dont il devrait marcher. Sur un point, il fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a bien à peu près, par exemple, à Udaipur, nous estimons qu'il y a un centre de secteur pour 3600 personnes, donc c'est très proche de la réalité. En général, ils sont proches, à moins de 2 km de là où les gens habitent. Ce n'est pas 2 km d'Udaipur, c'est moins de 2 km de là où les gens habitent à Udaipur. Et de fait, en général, il y a quelqu'un qui est alloué à ce poste. Dans d'autres pays, comme par exemple au Bangladesh, ces postes existent, mais il n'y a pas de personnel dedans. Ce n'est pas le cas en Inde. Dans ce cas, en Inde, il y a quelqu'un qui possède ce poste et qui donc est censé travailler là. Donc en principe, on a un système qui devrait fonctionner pour un pays pauvre, où cela permet donc de faire un triage adéquat et de se faire en sorte qu'avec ces infirmières, il y a une possibilité toujours d'avoir l'accès aux soins de santé pas très loin de chez soi. En pratique, qu'en est-il ? En pratique, ces petits centres de santé primaires qui sont près des gens sont dans un état lamentable. Je vous montre une photo d'un centre ouvert qui est tout à fait typique. C'est juste une pièce, un bureau et rien. Pas de médecin, pas de médicaments, pas de matériel, etc. Peut-être encore plus grave, le taux d'absentéisme est encore plus élevé, si vous vous souvenez de la semaine dernière, que pour les enseignants. Le taux d'absentéisme moyen pour les infirmières est de 54% à Udaipur, c'est-à-dire 54%, on va dans le centre de santé quand il est censé être ouvert, on la cherche. Si elle n'est pas là, on va là où elle est, on va dans tous les villages où elle est censée être, on ne la trouve pas. C'est 54% des cas. Voilà une idée de ce que les gens trouvent quand ils arrivent. Donc ça vous donne aussi une petite idée de comment est Udaipur. C'est très très sec, donc il faut quand même marcher un petit peu pour arriver, une demi-heure, puis on arrive et voilà le centre de santé. Ce n'est pas une spécificité d'Udaipur. Dans la même enquête où les enquêteurs étaient allés dans les écoles pour voir si les enseignants étaient absents, ils avaient fait la même chose pour les centres de santé. Ils trouvent qu'en moyenne, sur les 5 pays dans lesquels ils avaient visité les centres de santé, les taux d'absentéisme étaient supérieurs à 50%. Ils ont tendance aussi à être plus importants pour les médecins dans les centres de santé un petit peu plus importants que pour les infirmières. En termes de traitement, nous l'avons vu, le traitement est meilleur dans le sens où il y a moins d'antibiotiques, moins de perfusions, mais pas tellement meilleur dans le sens où il n'y a pas tellement plus de tests réalisés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde sur le papier tout ce que ces infirmières ont à faire, c'est tellement vaste, il y a une telle multiplicité de tâches, que finalement, il est impossible pour elles de tout faire à la fois. Et ça a 2 conséquences. D'abord parce que cette multiplicité de tâches, en ayant a pour conséquence que leur mission n'est pas bien claire, elle n'est pas bien claire pour les gens non plus, et finalement nuit à leur crédibilité. Un exemple de cela, très très clair et très grave à mon avis au Rajasthan, c'est que les infirmières sont en charge, entre autres choses, de persuader les femmes d'accepter de se faire stériliser, puisque le contrôle de la population est la priorité numéro 1, 2 et 3 du système de santé. Donc ces infirmières doivent toujours essayer de persuader les femmes de se faire stériliser, et elles sont punies si elles n'obtiennent pas assez de ce qu'elles appellent des cas, c'est-à-dire des gens qui acceptent de se faire stériliser. Évidemment, personne ne veut se faire stériliser, donc elles passent énormément de temps, dans la mesure où elles travaillent, dans les villages, à essayer de persuader les femmes de se stériliser, sans succès, ayant pour résultat qu'il y a une énorme méfiance de la population pour tout soin qu'on voudrait leur apporter, où les gens se demandent si ce n'est pas une manière de les stériliser sans leur dire. Ça ne vient pas de nulle part, puisque sous le règne de la première Madame Gandhi, il y a eu de fait des camps de stérilisation plus ou moins forcés et plus ou moins dits sous leur nom. Donc, le fait qu'on peut vous stériliser sans vous poser la question n'est pas implausible, et peut tout à fait être le cas.
Donc cela nuit à leur crédibilité, ce qui rend leurs autres fonctions, par exemple celle de persuader les parents de vacciner leurs enfants, très très difficile, puisqu'on se méfie toujours de ce qu'elles pourraient avoir à dire. La deuxième conséquence de cette multiplicité de tâches, c'est qu'elles ont tellement de choses à faire que ça les conduit à ne même plus essayer de les accomplir, puisqu'elles peuvent toujours dire à M. A qu'elles étaient en train de faire la tâche qui leur avait été imposée par M. B, et comme de toute façon il n'est pas possible qu'elles fassent tout, je pense qu'il est souvent le cas que ça se traduit par cet absentéisme, qu'elles restent tout simplement chez elles. Donc, on a vu ça un petit peu avec les enseignants la dernière fois, c'est-à-dire si on demande aux gens de faire l'impossible, eh bien, finalement, ils ne savent plus exactement ce qu'ils sont censés faire, et ça a des conséquences sur ce qu'ils font. Donc voilà pour le secteur public. Alors ces conséquences, évidemment, le fait d'avoir un secteur privé qui marche comme il marche et un secteur public qui a les caractéristiques que je décris, a évidemment des conséquences sur la demande, mais la structure de la demande elle-même a aussi des conséquences sur l'offre. Donc il y a une boucle entre la demande et l'offre. Ce qu'on voit dans les données, c'est que dans les villages où l'infirmière est absente plus souvent de ces centres de santé, les gens y vont beaucoup moins. Et en particulier, ce qui se passe, c'est que les gens les plus pauvres vont beaucoup plus voir les médecins traditionnels, et les gens les plus riches vont plutôt plus voir le secteur privé. Donc quand les infirmières sont absentes, les gens ne sont pas là. Il y a deux explications possibles. L'une, c'est que les gens sont découragés par l'absence de l'infirmière. Et l'autre, ce qui est évidemment ce que disent les infirmières, c'est que c'est les infirmières qui sont découragées par l'absence des gens et que passer toute la journée dans le petit centre de santé que je viens de décrire pour quelqu'un qui a fait des études tout à fait longues pour ce qui concerne l'Inde et qui donc considère qu'elles ont un statut, de passer toute la journée toute seule dans son petit centre où il n'y a pas l'électricité, où personne ne vient, n'est pas extrêmement motivant. Et donc c'est l'absence du public qui détermine la faible demande. Évidemment, ces deux explications peuvent être vraies simultanément. Alors pour essayer de comprendre dans quel sens on va, et puis simplement pour essayer d'améliorer la situation, la première réponse possible, donc, ce serait de dire améliorons l'offre et voyons ce qui se produira sur la demande, si la demande suivra. Et c'est tout à fait la réponse des autorités indiennes aujourd'hui. Au niveau national, la réponse à cette situation de santé publique est aujourd'hui de déverser beaucoup plus d'argent dans le système. Donc, dans le cadre de la mission nationale de santé rurale qui a été introduite par le gouvernement du Congrès après la défaite du gouvernement précédent, en particulier due à la faible qualité des services de santé et d'éducation, le budget de la santé va augmenter de moins de 1% du PIB à 2% du PIB. Donc on met plus d'argent, mais en fait on met plus d'argent dans exactement le même système. C'est-à-dire que si je vous renvoie une photo, si je vous donne une nouvelle photo des centres de santé primaires dans un an, je pense qu'ils sont repeints, mais à part ça, ce sera probablement très similaire. Au niveau local, donc au niveau purement du district, il y a une personne au district qui correspond tout à fait à notre préfet, puisque un district, c'est à peu près grand comme un département français, un petit peu plus grand, et il y a un chef qui vraiment correspond au préfet. Et dans la concertation que nous avons menée après ces enquêtes, où nous avons montré ces résultats, choquant un petit peu l'assistance, la réponse du préfet a été simple, ça a été de dire, très bien, nous allons faire en sorte que les infirmières soient présentes dans leur centre au moins une fois par semaine. Un objectif qui semble qu'on puisse atteindre, donc au moins, mais ça implique quand même de dire pas de réunion, pas de visite à l'extérieur, pas de visite sur le terrain. Une fois par semaine, le lundi, les infirmières devront être dans leur centre. Et donc, nous pourrons vérifier qu'elles le sont, et si elles n'y sont pas, nous les punirons, et ça ira mieux. Donc, ayant pris cette décision, le préfet local a décidé de travailler avec Seva Mandir, l'ONG avec qui nous travaillons sur la santé, pour tester un système de suivi pour s'assurer que, de fait, les infirmières viennent bien tous les lundis. Donc, ils ont choisi 33 centres
parmi les 123 dans le district choisis de façon aléatoire. Donc c'est vraiment distribuer des tampons rodateurs aux infirmières pour que les infirmières tamponnent le matin et le soir en arrivant. Ensuite, c'est vraiment dire rassembler les registres et les transmet au gouvernement, à charge pour le gouvernement de faire ce qu'il veut des registres, rien, ou de prendre des mesures. Et le gouvernement le préfet a annoncé des sanctions pour les infirmières qui étaient trop souvent absentes, qui étaient absentes plus de la moitié du temps. Donc ce n'étaient pas des sanctions trop... en principe, c'était atteignable. Et donc le système a commencé. Et donc comme le système a eu lieu que dans 33 centres, parce que c'était un système pilote, une équipe de recherche constituée de membres de mon équipe et de Vidya Bhavan, qui est une université locale, est allée rendre visite à ces centres, les lundis et les autres jours, ainsi qu'à d'autres où le système n'avait pas été mis en place, pour voir si, de fait, ça faisait une différence d'avoir ce système de vérification imposé vraiment du haut. Il avait été voulu du haut par le préfet, ça ne lui avait pas été suggéré, il l'avait décidé lui-même, il est imposé du haut et administré complètement de l'extérieur. Alors voilà les résultats. Concentrez-vous, si vous voulez bien, d'abord sur la partie de gauche du dessin. Donc nous avons ici le pourcentage de présence. Donc dans la partie au début de l'expérience, voilà les pourcentages pour le lundi. Au début de l'expérience, les centres où le système a été mis en place ont une présence beaucoup plus importante le lundi que les centres où le système n'a pas été mis en place. Donc, vous voyez que c'est vraiment un phénomène du lundi, puisque les autres jours, il y a très peu de différence, même au début. Donc elles comprennent bien que c'est que le lundi, et elles sont là le lundi. Mais à partir d'à peu près 6 mois, donc ça c'est les premiers 6 mois, à partir d'à peu près 6 mois, on constate une baisse de la présence dans le groupe où le suivi a lieu, pendant qu'en fait il y a une montée dans l'autre groupe. Parce que n'oubliez pas que l'obligation du lundi était de toute façon partout. Ce n'est que dans ces 33 centres qu'on surveillait exactement ce qu'elle faisait, mais l'obligation du lundi était là partout et était implémentée d'autres manières dans les autres centres. Donc on voit une montée pour finalement, elles se croisent et elles arrivent à peu près au même moment. Donc pendant 6 mois, on a un progrès très net de la présence. Vous voyez qu'on arrive à peine à 50%, donc ce n'est pas exactement parfait, mais un progrès très net de la présence. Et puis après, plus du tout. Donc au départ, on a un impact important. Les infirmières sont très sensibles aux incitations pendant les 6 premiers mois. Et puis avec le temps, eh bien, cet impact décline pour finalement se réduire à néant. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, la clé est dans les registres maintenus par les infirmières. Qu'est-ce qu'on voit sur les registres ? On voit la chose suivante. Donc vous avez en bleu, elles sont là, au moins la moitié de la journée. En blanc, elles sont absentes. Et en rouge, elles sont soit exemptées, soit la machine a un problème. Vous voyez qu'au fur et à mesure, donc au début on a beaucoup de présence et puis pas tellement d'exemption, puis le taux d'absence reste à peu près constant, officiel, le taux d'absence officiel reste à peu près constant avec un pic là, pour une raison ou pour une autre. Le taux de présence baisse, qui est remplacé par une forte augmentation des jours exemptés et une augmentation des jours où les machines ont des problèmes. Alors les pauvres machines, elles ont été balancées sur les murs, etc., jusqu'à ce qu'on mette en place un système où que si la machine a un problème, c'est compté comme une absence, sauf si l'infirmière était là pour la faire remplacer. Mais les jours exemptés sont plus intéressants. Les jours exemptés augmentent aussi énormément. Alors quels sont les jours exemptés ? Bien, l'infirmière écrit qu'elle avait quelque chose à faire ce jour-là, qu'elle était dans une réunion. Souvenez-vous qu'en principe, il n'y a pas de réunion le lundi. Mais quand même, elle met qu'elle est dans une réunion spéciale, exceptionnelle, ou quelque chose comme ça. Nous avons pu vérifier, puisque toutes les réunions sont rassemblées au niveau du district, on a pu rassembler qu'il n'y avait pas de réunion le lundi, mais elles ont mis réunion dans leur registre, et leur superviseur immédiat a accepté l'excuse. Donc, ce qui se passe au cours du temps, c'est que les superviseurs immédiats des infirmières acceptent de plus en plus une excuse pour ne pas venir. Donc, elles forment une espèce d'accord implicite ou explicite d'ailleurs avec les infirmières pour faire en sorte qu'elles ne soient pas marquées comme absentes.
Et c'est la raison pour laquelle le système qui a marché au début ne marchait plus par la suite. Donc ces résultats, pour ceux qui étaient ici la semaine dernière, ces résultats forment un contraste impressionnant avec ceux qui étaient obtenus aussi à Udaipur et aussi avec ces Mamandir dans le cas des instituteurs, où là, le taux d'absence était passé de 40 à 20% et était resté à ce niveau. Il s'agit d'un exemple très clair sur la difficulté de généraliser une expérience à une autre. La différence ici, c'est que ce n'est pas ces Mamandir qui met en œuvre le programme, mais c'est le gouvernement et en particulier les superviseurs immédiats qui doivent sanctionner l'absence. Ces Mamandir étaient complètement investis dans la mise en place du système pour les instituteurs. En revanche, le personnel de santé publique, c'est-à-dire les médecins qui supervisent immédiatement les infirmières et les grands médecins qui supervisent les médecins, ne s'est jamais vraiment investi dans le système malgré la caution et de fait l'intérêt très fort du préfet pour le système. C'est le préfet qui avait voulu le système, mais sa bureaucratie n'a jamais vraiment suivi. Donc qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi finalement ça devient pire, même dans le groupe avec vérification, que dans le groupe sans vérification? C'est que les infirmières essayent toujours de comprendre, il y a tellement de choses qu'on leur demande, elles essayent toujours de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important dans ce qu'on leur demande. Et si on vérifie leur absence soigneusement tous les lundis, et qu'elles voient que malgré cela, elles ne sont jamais sanctionnées ou même réprouvées, elles se rendent compte que finalement, cette obligation de présence du lundi n'était pas réelle. Alors que dans les centres où ce n'est pas vérifié, elles n'ont jamais vraiment l'occasion de l'apprendre. Donc ici, elles ont appris que finalement, on n'en voulait pas, la présence n'était pas tellement important. Et d'ailleurs, elles nous l'ont bien expliqué, parce que parler avec les infirmières, c'est très utile parce qu'elles sont très franches. Elles nous ont bien expliqué que la seule chose qui compte, c'est la stérilisation, et que donc elles se sont rendues compte au fur et à mesure, et que maintenant, elles ne font aucun effort pour venir le lundi en particulier. Donc voilà l'explication du passage de ce programme à un succès relatif, d'un succès relatif à un échec total. Alors la question suivante, c'est comment l'administration a-t-elle pu ne pas se tenir à ses propres règles? Ayant choisi de mettre en place un système, comment ça se fait qu'elle ne s'y soit pas tenue? Une réponse possible, c'est qu'il n'y ait pas de réelle volonté politique derrière. C'est-à-dire que la population n'est pas derrière revenue en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous nous aviez dit qu'il y aurait quelqu'un tous les lundis et il n'y a personne, ça n'a rien changé. » Parce qu'il n'y a pas vraiment de demande pour un changement véritable dans la santé publique aujourd'hui. Et un symptôme qui nous fait penser que ça doit être le cas, c'est que même pendant la période de 6 mois où les infirmières étaient beaucoup plus présentes, la fréquentation de l'établissement reste extrêmement faible. Donc en moyenne, quand on va dans le centre un lundi et qu'on regarde qui est là, il y a moins d'une personne présente qui attend, ou qui n'attend pas, ou une personne traitée. En général, il n'y a personne, donc il y a moins d'une personne présente dans les établissements avec la vérification, et aussi moins d'une dans les autres établissements. Et il n'y a pas de différence. Donc il est possible qu'un système imposé par le haut, comme ici par le préfet, sans aucun rappel par le bas qui force la bureaucratie à se tenir à cela, ne puisse pas vraiment survivre. Et un exemple de cela, un signal que c'est peut-être le cas, c'est une autre expérience qui a été réalisée en Ouganda, qui a, au lieu de choisir une approche par le haut, a choisi une approche par le bas. Donc le papier s'appelle de manière ironique « Tout le pouvoir au peuple ». Et l'idée de ce projet en Ouganda, c'était de miser complètement sur la mobilisation des usagers. Alors que le système qui a été mis en place par le préfet à Udaipur vise complètement sur la mobilisation de la hiérarchie qui n'a pas eu lieu. Donc ici, on essaye de partir des usagers. Les problèmes, je dois le dire, même si c'est l'Ouganda, donc c'est un contexte différent, les problèmes sont très très proches, avec un taux d'absentéisme dans les centres de soins avant le projet de 47%. Donc on parle à peu près de même type de problème. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est qu'une série d'ONG, et en particulier d'ONG très 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 locales, ce qu'on appelle des organisations communautaires, qui sont en général les ONG pour 2 villages. Une série d'ONG se sont mises ensemble pour faire la chose suivante. D'abord, réaliser une grande enquête dans les ménages sur leur expérience
vis-à-vis du système de santé. Ensuite, organiser des réunions dans les villages pour partager ces résultats. Alors, 3 réunions sur 2 jours dans le village, une auprès des usagers, une dans le centre de santé avec les personnels de santé, pour avoir leur perspective et surtout confronter leur perspective avec les résultats de l'enquête qui avait été faite auprès des usagers, et une 3e réunissant ces 2 groupes, donc des représentants des usagers et des représentants du centre de santé. L'objectif de tout cela étant de mettre en place un programme d'action pour améliorer la qualité et surtout où les membres de la communauté s'engageaient à faire chacun leur part pour vérifier que les personnes étaient bien là et qu'elles donnaient bien la vitamine comme il fallait aux enfants, etc. etc. Donc un plan d'action fait conjointement par les personnels de santé pour essayer d'améliorer la situation. Alors ce programme a eu de bons résultats. D'abord, la collectivité s'est nettement plus impliquée dans la supervision des personnels de santé. Donc, les comités de santé qui existaient déjà ont été réformés. Les gens présents sont partis, ont été remplacés par d'autres gens qui étaient plus intéressés par le problème. Les gens se sont succédés pour passer un petit peu du temps dans les centres de santé, etc. Donc, plus de supervision. Le personnel est plus présent. Je vous montre, le personnel est plus présent, donc le taux d'absence baisse de 47% à 34%. L'utilisation augmente, donc de 661 visites par mois, visites individuelles par mois, à 791 dans les groupes où cela a été testé. Une augmentation de l'utilisation. Il n'y a pas eu par contre d'arrêt d'utilisation d'autres méthodes comme donc 36% et 36% des gens, à la fois dans les groupes de traitement et dans les groupes de contrôle, entre 35 et 36% des gens utilisent quand même toujours soit l'automédication, soit les médecins traditionnels. Mais au total, tout cela a apparemment fait une différence importante puisque le taux de mortalité avant 5 ans est passé de 144 pour 1000 à 94 pour 1000. Alors quand je vous dis à chaque fois « est passé », je vous parle temporellement, mais je compare des communautés où le programme n'a pas eu lieu avec des communautés où le programme a eu lieu, comme d'habitude. Donc ce programme-là, ça c'était après 6 mois, et après 1 an, ils ont refait une autre enquête où on constate que les effets sont toujours là, ne sont pas partis. Donc, la conclusion du contraste de ces 2 expériences, l'expérience du haut et l'expérience par le bas, c'est qu'il semble qu'une expérience par le haut, sans mobilisation de la communauté et sans augmentation de la demande en réponse, finalement, ne réussit pas à perdurer, alors qu'une mobilisation par le bas, sans implication particulière de la hiérarchie, bien qu'elle regarde tout ça d'un air bienveillant, semble avoir des effets beaucoup plus importants et pérennes, en particulier impliquant la demande. Peut-être ça permet de déclencher un cycle demande et offre qui permet d'améliorer la situation de manière plus durable. Donc tout cela nous conduit au point suivant. Il semble que la demande pour un service de santé public de qualité est indispensable à toute réforme du service de santé publique. C'est-à-dire, sans un peu de soutien de la demande, les approches ne réussiront pas. Alors pourquoi la demande est-elle si faible ? En particulier, pourquoi, par exemple, dans le cas des centres de santé publique d'Udaipur, pourquoi les gens n'ont pas commencé à venir une fois qu'on leur a dit que l'infirmière serait là plus souvent, et d'ailleurs où elle était de fait là plus souvent? Pourquoi même dans les 6 mois où elle est là, on ne voit rien? Alors, une première, c'est que les usagers ne sont pas dupes. Finalement, le changement n'a pas été durable, comme vous avez pu le voir, et peut-être s'en rendent-ils bien compte, et ils décident que, ils ne croient pas que le changement va durer, donc ils n'ont pas de raison de changer leur comportement. La deuxième, donc dans ce cas-là, si c'était le cas, si on arrivait à mettre en point, si un Deus ex machina pouvait mettre en place un système où la demande serait durablement meilleure, on verrait progressivement les gens revenir.
Une autre possibilité, un petit peu plus inquiétante, mais il faut la prendre aussi au sérieux, c'est que la demande sous-jacente pour les soins prodigués dans les établissements publics est relativement faible par rapport à la demande pour les soins prodigués dans les centres de santé privés dont je vous ai parlé. Alors, dans les centres de santé privés, vous y allez avec n'importe quelle maladie, on vous donne une piqûre d'antibiotiques et vous rentrez chez vous, personne ne vous casse jamais les pieds en vous disant de vous stériliser et de vacciner vos enfants. Dans le centre de santé publique, on insiste plus sur la prévention. Alors, les infirmières ne sont pas habilitées à donner des antibiotiques, même si elles le font de temps en temps, et donc les soins sont différents. Et c'est une offre dont les gens ne sont peut-être pas, qui n'intéresse finalement peut-être pas tant que ça les gens. Alors pour examiner si c'était le cas, nous avons analysé les effets d'une vraie amélioration de l'offre sur l'adoption de la médecine préventive. Donc je parlais d'un Deus ex machina qui de fait améliore la qualité de l'offre, et nous avons fabriqué ce petit Deus ex machina en travaillant avec Sevamandir. Sevamandir est une organisation qui travaille dans la région depuis 50 ans et qui dispose d'un capital de sympathie énorme vis-à-vis de la population. Donc, quand Sevamandir fait quelque chose, les gens considèrent qu'ils sont capables de le faire, qu'ils prennent Sevamandir au sérieux, ils ne pensent pas que c'est juste une lubie et que ça va passer. Donc, la question de ne pas faire confiance à la durabilité de l'amélioration ne se pose pas dans le cas de Sevamandir. Donc, ce que Sevamandir, si vous vous souvenez, les taux de vaccination sont extrêmement faibles. Ce qui nous paraissait à tous les acteurs présents dans cette salle quand nous discutions de ce problème, nous paraissait un des problèmes à la fois absolument fondamental et en quelque sorte moralement inacceptable. Que seulement 2% des enfants soient complètement vaccinés, alors que la vaccination est gratuite et qu'elle est disponible, et que la vaccination, évidemment, sauve des vies. Donc, il y avait une volonté à la fois de la part du gouvernement et de Sevamandir et tous les acteurs présents d'essayer de faire quelque chose à ce sujet. Donc, un autre accord a eu lieu entre Sevamandir et le gouvernement, c'est simultané avec les centres de santé, pour mettre en place une campagne de vaccination sous la forme suivante. Sevamandir obtenait gratuitement les vaccins de la part des centres de santé publics et les amenait dans les villages avec un infirmier à moto qui mettait en place une fois par mois à date fixe, par exemple le premier du mois ou le second du mois ou le troisième du mois selon le village, une session de vaccination pour tous les enfants. Et ces sessions étaient bien annoncées à l'avance par un promoteur de santé qui annonçait bien aux familles et en même temps essayait de leur dire que c'était quelque chose d'important à faire. Et donc ces sessions de vaccination ont bien eu lieu mensuellement, tout à fait régulièrement. Alors comme c'est vraiment dire, ils savent faire ce qu'ils disent qu'ils font. Donc quasiment toutes les sessions ont eu lieu, sauf quand il pleuvait énormément pendant la mousson ou quelque chose comme ça. Et elles sont bien annoncées, donc les gens sont au courant. Alors, il y a eu... Donc, ces camps de vaccination ont eu lieu dans 60 villages, choisis au hasard parmi les 120 où nous avions fait la première enquête. Je vais pour l'instant m'occuper de 30 de ces villages et les comparer à 60 villages où il n'y a pas eu le camp. Et vous voyez un progrès. Il y a eu un progrès au cours du temps, donc maintenant on a 6% d'enfants vaccinés, c'est déjà mieux, et 17% d'enfants complètement vaccinés. C'est des enfants entre 1 et 3 ans dont les vaccinations sont à jour, donc ils ont reçu toutes les doses nécessaires de DPT, toutes les doses nécessaires de BCG, la rougeole et la polio. Donc on passe de 6% à 17%. C'est pas trop mal, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un net progrès de 50% à 77% d'enfants qui ont reçu au moins une vaccination. Par contre, au cours des vaccinations, on perd de plus en plus d'enfants. Donc on arrive très bien à faire venir les gens une fois, puis finalement ils ne reviennent pas très très régulièrement. Donc il reste quand même 88% des enfants qui n'ont pas été... C'est 83 d'ailleurs. 83% des enfants qui n'ont pas été complètement vaccinés en dépit du coût maintenant très faible pour les familles, qui est juste de venir dans leur village. À noter les résultats en Ouganda que je vous ai montrés, où il y avait une nette progression de tout un tas d'indicateurs. Eh bien, les résultats en Ouganda en ce qui concerne la vaccination sont les mêmes. C'est-à-dire les gens ont fait la première vaccination de leur enfant, mais ne sont pas revenus nécessairement.
Donc presque tout le monde reçoit le BCG, et par contre les autres vaccinations, beaucoup moins. Alors c'est cet exemple où, bien que la vaccination soit maintenant disponible et que les gens le savent, les gens finalement ont du mal à persévérer. Alors ce n'est pas seulement la vaccination. Et la vaccination n'est pas le seul exemple où le coût n'est pas la seule barrière à la mise en place d'un comportement préventif. Un exemple, l'allaitement. Ce qui est recommandé par l'OMS, c'est l'allaitement 1 heure après la naissance, commencer à allaiter et allaiter exclusivement pendant 6 mois, en particulier dans les pays où la qualité de l'eau est plus que douteuse. En Inde, 1/4 seulement des femmes allaitent leur bébé dans l'heure qui suit la naissance. Et la durée moyenne d'allaitement exclusif est de 2 mois, et non pas de 6. Un autre exemple, si vous vous souvenez de la dernière fois, on a parlé de traitement contre les parasites intestinaux. La première année, les enfants présents à l'école étaient vaccinés, donc recevaient le médicament. Donc 78% des enfants recevaient le médicament. La deuxième année, le comité d'éthique imposa aux chercheurs que les parents devaient signer un formulaire. C'est tout, c'est le seul coût. Pas de coût, ils devaient juste signer un formulaire. Donc on met ça en place et le nombre d'enfants traités passe de 78% à 59%. Alors comment expliquer cette faible demande? Une possibilité, c'est que les gens ont peur. Par exemple, ils ont peur de la vaccination parce qu'ils pensent qu'il y a d'autres choses avec, ça rend les enfants trop malades. Ils ont peur du traitement. Ils pensent que c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une stérilisation forcée, ce n'est pas ce qu'on leur vend, etc. Mais ce qui fait penser que ce n'est pas le cas, c'est qu'on constate dans une série d'études une élasticité élevée des prix pour les prestations de santé préventives, tant en ce qui concerne des prix positifs que des prix négatifs. C'est-à-dire, si vous passez de donner quelque chose gratuitement à le faire payer même un tout petit peu, cela décourage fortement les usagers. Je vous donne 3 exemples. Le déparasitage, première année, gratuit. Au milieu, on a le centre. Au milieu, on a à 57% là où il faut signer un formulaire. Ensuite, un tout petit 30 centimes pour le médicament. On passe de 78% à 20%, en passant de 0 à 30 centimes. Deuxième exemple, les moustiquaires. On en a parlé lors de la leçon inaugurale. Si vous donnez une moustiquaire gratuitement, une moustiquaire qui vaut à peu près $5, le prix, ce sont des moustiquaires qui préviennent la malaria. La raison pour laquelle on donne des moustiquaires, c'est pour prévenir la malaria. Il s'agit ici de femmes enceintes, et c'est pendant la grossesse qu'il faut le plus éviter la malaria. On compare des centres ce sont des centres de santé primaire où les femmes reçoivent les moustiquaires. 61% des gens en ont quand c'est gratuit, en ont et l'utilisent, je dois dire. 41% en ont et l'utilisent quand on fait passer la moustiquaire à 10 cents. Moins de 20% en ont et l'utilisent quand on fait passer la moustiquaire à 50 cents. Donc les prix, troisième exemple de prix, les désinfectants pour l'eau, où à nouveau on suit à peu près la même courbe. Donc c'est intéressant parce qu'on a 3 biens, des contextes différents. Ici il s'agit par exemple de la Zambie, ces 2 exemples sont au Kenya, avec des élasticités qui semblent à peu près similaires et toutes très élevées. C'est-à-dire, quand on passe de 0 à un prix positif, cela décourage très très fortement la demande. Donc ça, c'est dans un sens. Quand on passe de 0 à un prix positif, on décourage très fortement la demande. Deuxième chose, c'est quand on passe quand on passe de 0 à un prix négatif, si vous voulez, avec une petite incitation, on fait augmenter très fortement la demande. Donc je vous donne 2 exemples sur lesquels nous passerons un petit peu plus de temps. D'abord, la vaccination. Donc je vous ai dit que nous avions 60 de ces villages où ces
cette campagne de vaccination tous les mois a été mise en place. Dans la moitié de ces villages, c'est vraiment dire donner en plus 1 kilo de lentilles aux mères qui faisaient vacciner leurs enfants et un lot d'assiettes si elles faisaient toutes les vaccinations. Alors, il faut savoir qu'1 kilo de lentilles, c'est vraiment très peu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui pourrait encourager quelqu'un à venir s'il ne voudrait vraiment pas venir. La lentille est l'aliment de base, mais 1 kilo de lentilles, ça correspond à une journée d'alimentation pour une famille de 5, et ça correspond à quelques roupies. Donc ce n'est pas du tout une très forte incitation pour les forcer à faire des choses dont ils n'ont pas envie de faire, qu'ils n'ont pas envie de faire. Et pourtant, on constate un impact très important de passer du camp simplement, avec toute cette infrastructure qu'on met en place, rajouter 1 kilo de lentilles nous fait passer le taux de vaccination complète de 17% à 38%. Et là où on voit les effets apparaître, ce n'est pas pour la première ou la deuxième vaccination, mais c'est pour la suite. Où les gens, dans les endroits où il n'y a pas de lentilles, les gens se découragent, et dans les endroits où il y a des lentilles, les gens continuent. Donc on n'encourage pas des gens qui ne voudraient pas du tout venir à venir, mais manifestement, on leur permet de continuer et d'aller jusqu'au bout. Une autre caractéristique intéressante, et on y reviendra tout à la fin, c'est que donner des lentilles fait aussi venir d'autres gens. C'est-à-dire les gens sont prêts à marcher une demi-journée pour chercher des lentilles qui leur rapportent moins d'une demi-journée de travail. Donc voilà le taux de vaccination, 6% dans les villages contrôle, 17% dans les villages où la campagne a été mise en place et 38% où il y a les lentilles. Et dans les villages voisins, c'est-à-dire dans un périmètre de 10 km, on passe aussi à 20%. Alors qu'il n'y a pas il y a beaucoup moins de retombées dans les villages qui sont 10 km d'un endroit où la campagne a eu lieu. Donc, une toute petite incitation fait changer les comportements. Autre exemple, peut-être encore plus surprenant. C'est une étude de Rebecca Thornton au Malawi, qui est sur le conseil et dépistage volontaire du sida. Alors, le conseil et dépistage volontaire est considéré dans de nombreux pays, comme en particulier des pays qui ont eu beaucoup de succès dans la lutte contre le sida, comme l'Ouganda, comme une des pierres angulaires de la lutte contre le sida. Au Mozambique, par exemple, 55% de tout le budget sida, prévention et traitement compris, vont à encourager le dépistage volontaire. Et malgré cela, peu de gens ont subi un test et connaissent leur état. Donc, ce qu'on considère généralement, c'est que les barrières psychologiques et sociales à connaître son état sont fortes. C'est-à-dire, c'est encore souvent dans les pays pauvres une sentence de mort à court ou moyen terme, encore qu'avec les antirétroviraux, les choses se sont bien améliorées. Et en plus, socialement, évidemment, c'est considéré comme un stigmate. Même d'aller se faire un test, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'on ait fait quelque chose qui pourrait dire qu'on est le sida. Donc on considère que ces barrières sont potentiellement très fortes. Alors pour tester ça, Rebecca Thornton a mis en place l'expérience suivante. Elle a travaillé avec une équipe de chercheurs qui, dans le cadre d'une enquête générale sur l'état de la santé au Malawi, avait fait un test de sida anonyme à 2812 participants. Et quelques semaines plus tard, les gens qui avaient participé à ce test avaient la possibilité, s'ils le désiraient, de venir chercher leurs résultats. Donc ça, c'est la structure c'est ce qui était prévu dans l'expérience. C'est-à-dire, ils font un test, on leur demande, acceptez-vous d'être testés? S'ils acceptent, on leur fait le test, et alors, c'est seulement s'ils veulent qu'ils viennent rechercher leurs résultats. Donc ça, on fait de cette manière-là pour pouvoir avoir leurs résultats pour les besoins de l'enquête, même si les gens ne veulent pas être testés. En général, les gens acceptent d'être testés si on ne leur dit pas le résultat. Donc ils acceptent d'être testés, et ensuite, s'ils le veulent, ils ont l'option de faire un dépistage volontaire, c'est-à-dire de passer par tout le conseil, etc., qu'on fait avant, qui est évidemment préalable à recevoir son résultat. Alors, sur cette base, Rebecca a mis 2 éléments de randomisation en place. La première, c'est qu'à la fin de l'interview,
le participant tirait dans un sac une capsule de bouteille avec un numéro correspondant à un bon de remboursement, c'était présenté de cette façon, s'il allait chercher ses résultats. Donc ça pouvait être 0, donc dans ce cas-là, s'il va chercher ses résultats, il a tout à fait le droit toujours, mais il ne reçoit rien, ou jusqu'à $3. Mais la plupart des bons étaient très très faibles, de 10 cents à peu près. Et deuxième chose, pour savoir l'impact social, deuxième chose, c'est qu'ils ont choisi au hasard où mettre la tente. Donc soit la tente était loin, dans certains villages la tente était loin, donc vous la voyez ici, au milieu d'un champ. Donc les gens, pour venir chercher leurs résultats, doivent marcher assez longtemps, ce qui fait que ça leur donne un petit peu d'effort pour marcher, mais c'est plus privé, c'est-à-dire ils peuvent le faire sans que tout le monde les voie aller chercher leurs tests. Soit c'était proche, comme ici, où la tente est ici, et vous voyez qu'elle est vraiment tout près d'une maison. C'est deux petites tentes en fait, et elle est tout près des maisons. Donc maintenant, si vous venez chercher votre test ici, c'est moins loin, mais par contre, tout le monde vous verra. Donc on peut voir comme ça quel est le rôle de stigmate. Par ailleurs, c'est intéressant puisque finalement, on ne sait pas. Les résultats sont les suivants. D'abord, les gens ont beaucoup plus de chances d'aller chercher leurs résultats quand on leur donne même une toute petite incitation. Donc on passe de 32% de gens qui vont chercher leurs résultats à 65%. Donc cette toute petite incitation fait bouger les gens. Après les autres, il n'y a pas beaucoup plus d'effet de passer de 1% à $3. Donc ce n'est pas vraiment beaucoup d'argent qui fait venir les gens, c'est même un tout petit peu, toute petite raison de le faire. Deuxième chose sur la distance, c'est qu'en général, plus le centre de santé est éloigné, moins les gens vont chercher leurs résultats. Donc la question de stigmate semble pas être spécialement importante. Et vous voyez ici le rôle des incitations, c'est-à-dire les incitations sont toujours plus élevées. Donc qu'est-ce qu'on apprend ? C'est très surprenant parce que cette sensibilité au prix, dans les deux exemples. Dans les deux exemples, la sensibilité au prix de la demande de médecine préventive est surprenante parce que dans un modèle classique, on pense que les bénéfices de savoir, par exemple, de vacciner ses enfants ou de savoir si on a le sida au Malawi sont importants. C'est important de savoir si on a le sida au Malawi parce que les antirétroviraux sont disponibles. Donc les gens peuvent, ça peut potentiellement changer la vie des gens. Puis par ailleurs, si on n'a pas le sida, on peut prendre des mesures pour pour conserver ce statut. Donc compte tenu de ces hauts rendements de petits investissements, comme d'emporter son enfant à la vaccination ou d'aller chercher ses tests quand c'est dans son village, on pourrait penser que la demande devrait être très élevée. Donc si elle ne l'est pas, ça devrait être que soit il y a des craintes, par exemple sur une méfiance très très forte ou une crainte psychologique très forte. C'est pour ça qu'on a souvent dans l'idée que les gens refusent de faire des tests de sida à cause de cette peur qu'ils auraient. Mais si c'était le cas, dans ce cas-là, de toutes petites incitations n'auraient aucun effet. Puisque si vous avez vraiment très très peur de vacciner votre enfant parce que ça pourrait vous stériliser ou le stériliser lui, eh bien ce n'est pas 1 kilo de lentilles qui va vous convaincre. Parce qu'1 kilo de lentilles, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on est un petit peu, dans le cadre d'un modèle classique, on s'explique mal cette forte sensibilité. Alors donc, ça nous amène naturellement à notre prochaine question. Pourquoi la demande de médecine préventive est-elle si sensible au prix ? Comment se fait-il que la demande de médecine préventive soit tellement sensible à des toutes petites variations de prix comme ça ? Il y a deux grandes explications qui ont été proposées, et je vais vous proposer je vais revenir en détail sur chacune d'entre elles. La première, c'est l'idée est reliée à l'idée que nos préférences changent au cours du temps. Nos préférences ne sont pas stables au cours du temps. Ce qu'on appelle parfois l'incohérence temporelle. Et la deuxième, c'est que peut-être que nous nous trompons quand nous partons du principe que ces actions ont un très fort bénéfice. Parce que certes, elles peuvent avoir un très fort bénéfice dans le sens où nous savons que vacciner contre la rougeole prévient la rougeole et que la rougeole tue dans les endroits où les enfants sont, dans les endroits quand elles se combinent au manque de nutrition, etc. Mais peut-être que bien qu'en réalité ces services soient importants,
ces bénéfices soient importants, la perception de ces bénéfices ne l'est pas.